Nouvel épisode des Technos, l'épisode, tiens j'ai oublié le numéro, c'est l'épisode, je verrai une fois que le générique sera passé, parce qu'on en a fait tellement déjà, un épisode que nous organisons et que nous enregistrons plus particulièrement, pour une fois, un mercredi et non un jeudi. Je sais, ça ne change pas grand chose pour vous, mais c'est bien de le dire quand même. Et oui, c'est déjà l'épisode... Du coup, j'ai pas regardé. 415. J'allais dire 414, je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais resté sur le 414, qui est toujours disponible aussi. Si vous l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter sans aucune difficulté. Vous pouvez les écouter dans le désordre, c'est comme vous voulez. On a avec nous Xavier cette semaine. Salut Xavier. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Aurélien cette semaine. Salut Aurélien. Salut. Il y aura évidemment un sujet un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, vous le savez, depuis le début de cette saison, on vous propose quand même un peu pompeusement un dossier, hein, j'y mets des guillemets évidemment, on parlera d'USB-C, c'est l'occasion puisque vous le savez, Apple a annoncé son iPhone 15 équipé du port USB-C, ça donne envie à tout le monde de parler d'USB et d'USB-C, donc on va repasser tout ça en revue avec Xavier et Aurélien dans la deuxième partie de cet épisode. Avant d'entamer notre abécédaire, si vous le voulez bien, et parce que on est un petit peu sous le feu de l'actualité, puisque je le disais, on enregistre le mercredi 27 septembre, et que justement il y a à peine quelques heures, même un peu moins d'une heure maintenant, un peu plus d'une heure, pardon, il y avait un événement Meta avec Mark Zuckerberg qui a annoncé la sortie prochaine du MetaQuest 3. Ce sera donc pour le 10 octobre prochain, au prix de base de 549 €. Et je regardais comment ça se comportait en bourse. Ils ont quand même un petit peu perdu au moment de l'annonce. Ça remonte, hein. C'est en train de remonter. Ils ont perdu 1,5% pour l'instant au moment où on enregistre. C'est en train de progressivement remonter. Moi, j'ai pas investi là-dedans. Non, c'est pas mon truc, effectivement. Donc voilà, c'est comme ça, on en a un petit peu parlé. On en reparlera peut-être en plus en détail dans un prochain épisode avec d'autres chroniqueurs. C'était un petit peu chaud, hein. C'était tout juste avant l'enregistrement de cet épisode. On a juste avant encore l'abécédaire un anniversaire à fêter. Happy birthday, GNU. Effectivement. GNU qui fête ses 40 ans. C'est Richard Stallman qui avait présenté GNU, qui était un projet de système d'exploitation de Richard Stallman, qui a présenté ça le 27 septembre 83. Ça ne nous rajeunit pas. Et GNU, pour ceux qui savent pas, c'est un composant qui est quasiment omniprésent dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui Linux. Hein, dans toutes les distributions Linux, c'était présent. C'est resté d'ailleurs pendant des années dans les noyaux, etc. Mais Seb en parlera certainement beaucoup mieux que moi la semaine prochaine. Ouais. Il est beaucoup plus calé dans tout ce qui est Linux, même si j'apprécie beaucoup Linux. Je sais qu'il se tient beaucoup plus au courant de cette actualité, mais c'est un anniversaire qu'on ne devait pas rater malgré tout. Et donc, du coup, Sébastien vient d'apprendre en écoutant cet épisode qu'il est au planning la semaine prochaine. Voilà. On devrait faire ça à chaque fois. Oui, c'est ça. On désigne, dans un épisode, qui est... le chroniqueur de la semaine prochaine. Le chroniqueur de la semaine suivante, et s'il vient pas, il a un gage. Je sais pas encore quoi, mais... J'ai peur. Oui, c'est ça. Voilà. Il sera de corvée pain saucisse au prochain meeting. Parce que je vous rappelle, et là je vous fais rentrer tout le monde de la confidence, que ces deux zigomards devaient nous organiser un après-midi pain saucisse durant l'été, et que rien n'a été fait. On attend toujours le pain. Non, mais moi, en bon français, j'apprends les us et coutumes. La gastronomie, les us et coutumes, la gastronomie belge. C'est vrai que parce qu'il ne connaissait pas le pain saucisse. Hein. Voilà, quand Xavier m'a invité et m'a dit je vais te faire des pains saucisses avec un bac de Jupiler, je dis oula. Alors, je l'ai dit à peu près comme ça. Oui, mais avec un accent correct. Ça va. Bon, allez, trêve de baliverne. Après 5 minutes, je pense qu'il est grand temps d'entamer notre abécédaire. Avec la lettre A comme acoustique.
C'est Xavier qui va nous parler d'acoustique et d'enceintes un petit peu particulières qui ne sont pas faites nécessairement pour qu'on écoute des choses, mais plutôt pour qu'on ne les écoute pas. C'est un paradoxe. Et d'ailleurs, c'est pas seulement des enceintes, c'est ça qui est un petit peu particulier. En fait, ce sont des chercheurs de l'université de Washington qui ont développé une nouvelle technologie qui est capable de créer des zones d'écoute ou de parole dans une pièce. En gros, ça va permettre d'isoler, mais aussi de suivre différentes voix. Et donc, cette technologie, elle va utiliser un ensemble de petits robots qui sont chacun équipés d'un micro et d'un haut-parleur, et qui vont pouvoir se déplacer, de vraiment cartographier leur environnement avec des ultrasons, un peu comme un sonar ou comme un aspirateur robot, hein, qu'on commence déjà tous un petit peu à connaître. Ouais. Ça nous ramène à un vieil épisode d'ailleurs, et un vieux hors-série. Et donc ces petits robots, ils vont pouvoir analyser le son qui se trouve autour d'eux, et en travaillant ensemble, ils vont déterminer la position de chaque interlocuteur et des différents groupes de conversation dans une pièce. Donc c'est quand même déjà assez avancé. D'un point de vue technique, mais les petits robots, ils ont une petite taille, hein, ils vont pouvoir se déplacer vraiment pour trouver la position optimale. Ils utilisent les ultrasons, je l'ai dit. Ils vont pouvoir calculer le temps que prend chaque son pour arriver à chaque robot, et donc déterminer de manière assez précise, un peu en triangulation, la position de chaque interlocuteur. Ces robots sont chacun autonomes, ils vont pouvoir retourner à leur base pour se recharger quand ils sont à court de batterie. Et tout ça, toutes ces procédures, elles ont lieu en local sur les petits appareils, de telle sorte qu'il n'y a pas de conversation qui est enregistrée, ce qui est un point assez important si on parle de confidentialité, etc. Alors, des applications pratiques qu'on va pouvoir faire de ça, c'est l'isolation des conversations. Il y a d'ailleurs des vidéos dans les liens qu'on vous met qui sont assez parlantes, où on voit des vidéos avec des groupes de personnes qui parlent, et on va pouvoir vraiment se concentrer sur ce que certaines personnes disent sans entendre tout le reste, et donc le brouhaha qu'il y a par exemple dans une salle de réunion. Ça va permettre vraiment à chaque interlocuteur de s'entendre aussi s'il est dans une grande pièce. Pour les vidéoconférences, c'est une solution qui permettrait aussi, par exemple, de pouvoir choisir quel est l'interlocuteur sur lequel on souhaite se concentrer dans l'écoute, hein, si tout le monde commence à parler un petit peu en même temps, et dans des environnements bruyants, ben voilà, on peut vraiment s'isoler, avoir des conversations plus calmes. Une des questions qui pourrait se poser, et je pense qu'il y a un intérêt aussi en termes d'accessibilité pour des personnes qui ont par exemple des troubles auditifs, ça va leur permettre de se concentrer aussi sur certains interlocuteurs ou certaines discussions. Donc je pense que c'est une technologie qui peut avoir de l'avenir. Après, il faut voir comment ça va fonctionner dans des très grands espaces, par exemple, mais en tout cas, je pense que c'est une belle innovation. Si ça marche, c'est ça aussi, il faut que ça fonctionne, quoi. Je sais pas ce qu'il en pense, Aurélien, de cette technologie un petit peu particulière. Oui, obscure. Obscure, je pense que ça s'explique. Oui. Mais non, mais je connais des personnes qui sont extrêmement gênées quand ils discutent avec trois personnes ou dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, et donc ils n'arrivent pas à isoler la voix des interlocuteurs avec qui ils discutent. Mmh. Et c'est vraiment gênant, donc c'est une techno qui pourrait avoir du sens. Après, c'est vrai que la mise en place est quand même pas aisée, je sais pas trop. Je pense que pour l'instant c'est de la recherche. Mais je pense pas qu'on mette ces petits robots partout, dans toutes les salles de réunion. Quand t'es en réunion et que t'as tous les petits robots qui s'éloignent de toi d'un coup pour aller dans les coins de la table, ça vend un peu la mèche, quoi. C'est ok. On m'a assez entendu, ça doit être ça le problème. Enfin voilà, c'est particulier quand même. Il faut un peu creuser la question, et c'est pour ça qu'on vous met évidemment les liens vers les news dont on vous parle dans les notes de podcast. Et sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre blog lestechno.be. Je pense qu'on a fait le tour du robot. Ouais. Oui. Ouais, passons à la suite alors. C, la lettre C comme Cloud, Aurélien. En route pour ce nouveau mot, c'est un néologisme, déclaudification.
Dites-le 10 fois d'affilée, sans bégayer. La décloudification, c'est ce qui consiste à quitter le cloud. Exactement. Voilà. On avait déjà chroniqué des choses comme ça il y a, il me semble, une petite année. Et je suis assez content de voir qu'il y a vraiment des exemples concrets et des gens qui écrivent sur leur expérience du cloud et notamment de leur expérience de quitter le cloud. Ouais. Parce que bon, il y a des modes, hein, vous le savez, et on a tout le temps, enfin on disait tout le temps le cloud, on peut faire plein de trucs, machin et tout, et il y a des gens qui en reviennent et qui font le bilan. Alors c'est le cas d'une boîte qui s'appelle 37 Signals, je la prononce à l'américaine à l'anglaise parce que je pense que c'est pas d'ici. Non, plus connu, c'est l'éditeur de Basecamp en fait. Voilà. Donc, qui est un peu plus connu quand même. Voilà, que je ne connaissais pas non plus. Donc c'est un outil de gestion de projet. Ouais. Comme il y en a beaucoup en entreprise, je connaissais pas moi, et qui a aussi une solution pour le chat en entreprise qui s'appelle Hey, H-E-Y. Donc vous imaginez bien que ça nécessite quand même un peu de serveurs, voilà. Et donc ils se disent, nous ça fait 1 an qu'on a arrêté, qu'on se décloudifie, qu'on arrête les services cloud, et on revendique 10 millions de dollars d'économie en quittant le cloud. Ils utilisaient 2 data centers à Ashburn et à Chicago. Dans chacun des data centers, il y avait 4 armoires 48U. Donc, vous voyez, ça fait des grosses ça fait des très hautes armoires, quoi, des armoires. Très hautes. Les armoires typiques de serveurs. Il y avait 90 serveurs par site. Et ils utilisaient une solution de routage qui s'appelle Anycast. En fait, quand vous êtes utilisateur de Basecamp, il y a cet Anycast qui dit toi tu vas vers le serveur à Chicago ou tu vas vers le serveur ou l'autre serveur. Et donc, ils revendiquent non seulement un gain d'argent, j'en ai parlé, mais aussi un gain de performance. La latence médiane, par exemple, est passée de 67 à 19 millisecondes. Donc, pour les utilisateurs, c'est du bonus. Et donc, ils ont réinternalisé des serveurs qu'ils disent être des serveurs tout à fait taillés pour leurs besoins. Ils disent que chaque serveur a un coût inférieur à $20,000. Alors, moi, j'ai pas de référence. De référence, mais bon, ça, comparé aux millions de redevances qu'ils devaient payer, c'est peut-être, ça semble intéressant. Donc, en 2022, ils enlèvent 2,3 millions de dollars, et en 2024, le reste sur les 3,2, donc grosso modo c'est 1, ils vont arrêter le stockage qu'ils avaient sur Amazon S3. On parle là de 8 pétaoctets avec une réplication supérieure. Voilà, imaginez les trucs. Et donc aujourd'hui, ils disent que leur solution cloud leur coûte 840 000 euros par an. Dollars. J'arrive pas. 840 000 dollars par an. Bon, je connais, je sais pas si ce Basecamp est très utilisé, combien il y aura d'utilisateurs. Voir quelle est la politique tarifaire de ces gens-là et combien il y aurait d'utilisateurs pour essayer de voir à peu près entre le coût de développement et le coût de serveur combien ça coûterait. Mais voilà, moi je me méfie toujours des modes et la solution c'est le cloud. C'était la conclusion. Effectivement, tu faisais bien de le dire. Il y a à peu près 1 an, peut-être un petit peu moins même, ça avait été mis sur la table parce qu'il y a dans l'équipe des gens qui sont pro-cloud et d'autres qui sont pas anti, mais en tout cas qui relativisent un petit peu l'usage qu'on peut faire du cloud. Et peut-être que la vérité, moi je suis agnostique. Hein, la vérité est au milieu.
Mais oui, parce qu'il y a des fonctionnalités qui effectivement sont tellement propriétaires, tellement que effectivement les services de cloud que l'on connaît chez Microsoft, chez Amazon, chez Google, etc., ont peut-être plus de mal à s'adapter à la demande spécifique de tel ou tel client. Mais par contre, ils sont peut-être très bons en accessibilité ou dans certaines formes de stockage, dans le stockage par exemple, etc. Enfin voilà, il y a à boire et à manger dans les deux solutions, et je pense que c'est à chacun. Et la réplication, oui. Et c'est à chaque entreprise à faire son inventaire et à se dire, ok, moi j'ai plus besoin de ceci que de cela, et ça, si je le fais moi-même, ça me coûtera pas plus cher ou voire même peut-être moins cher que si je fais appel à un service extérieur. Et peut-être qu'un autre va dire, moi, j'ai pas de service technique en interne, j'ai pas envie de payer des informaticiens à l'année, je préfère me servir d'un système clé sur porte qui me convient, Et un mix peut être aussi une solution. Bien sûr, effectivement. Et pour certaines choses, il y a peut-être des fonctionnalités plus, on va dire, classiques ou déjà fort éprouvées par d'autres clients cloud qui sont mises à contribution et qui permettent comme ça de... Voilà. Moi, je suis... bien au milieu. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, mais je sais qu'il y a débat sur cette question-là, et qu'un jour on fera sans doute un dossier assez musclé sur la question, mais voilà. Pour l'instant, on en est là, non Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de généralité absolue. On parle souvent aussi du total cost of ownership. Il faut voir ici dans les calculs qui ont été faits si on prend bien en compte les coûts de personnel, les coûts cachés avec le personnel qui peut tomber malade, etc. Donc il y a des raisons pour passer dans le cloud, parfois dans des petites entreprises qui n'ont absolument aucun personnel en local. C'est beaucoup plus facile, c'est plus fiable, etc. d'avoir certaines applications. Et puis dans d'autres où on a des grosses entreprises avec des très gros serveurs, etc. où effectivement les coûts finalement récurrents sont tellement élevés que ça justifie tout à fait d'avoir quelqu'un en interne. Donc c'est effectivement au cas par cas, mais je pense que une solution ou l'autre n'est pas mauvaise. C'est vraiment, ça dépend des cas et des compétences des clients ou des personnes qui sont derrière l'utilisation de ces serveurs. Quel niveau pas de qualité, mais de sécurité on a besoin également. Est-ce que on va pouvoir stocker sur le cloud, où est situé ce serveur, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes RGPD qui encadrent tout ça, et donc il y a tellement de questions qui se posent que je pense que c'est quand même très difficile de dire non ou oui de manière très affirmative et formelle. Voilà. C'est un peu, moi c'est ma position, ça semble être la vôtre aussi. Est-ce que c'est la position de tout le monde? J'en doute, parce que sinon on n'en parlerait pas et il n'y aurait pas des articles comme ceux-là qui sortiraient du lot. Donc je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler de cette histoire de cloud, Aurélien. Ouais, juste avant de conclure sur ce sujet, l'article de Silicon, là, il y a beaucoup de choses, d'informations assez techniques dedans. S'il y a des DSI qui veulent fouiller, aller voir la source, il y a vraiment exactement les serveurs qu'ils utilisent, les services qu'ils utilisaient et tout ça. Donc, allez voir, il y a vraiment des choses. Il y a du passage en open source aussi. Donc, ça rentre en ligne de compte. Oui. Voilà, c'est très détaillé. Je le dis en passant, des articles qui traitent de cette problématique avec des retours d'expérience d'entreprise, c'est pas le premier que je vois, j'en ai déjà vu d'autres, j'aurais dû les épingler, mais il y en a qui aussi reviennent à des conclusions un peu différentes. Je pense pas que ce soit du cloud bashing à tout va, mais c'est un retour d'expérience après quelques années maintenant d'usage. Le cloud, c'est pas nouveau, faut être clair, mais là, maintenant, certaines entreprises, en tout cas, alors faut voir la taille de l'entreprise, ils en reviennent un tout petit peu. Bon, voilà, on verra la suite. Et Aurélien parlait de l'open source. Il y a le même débat d'ailleurs avec l'open source, parce que parfois ça coûte plus cher d'utiliser des logiciels gratuits ou pas. Il y a exactement le même débat. Et il te faut les gens pour s'en occuper, voilà. Et donc on n'a pas toujours ces gens. Donc du coup, ça veut dire qu'on a aussi dans les gens qui sont à notre service, c'est hétérogène, parce que tu as des gens qui sont linuxiens, d'autres qui font du .NET, le troisième qui fait du. Enfin voilà, c'est un peu, ça complique un peu le jeu aussi. Enfin, et ça a des coûts, il faut le reconnaître également. Allez. Donc, la lettre I comme impression 3D, mon petit doigt me dit que c'est Xavier.
Effectivement, mais il y a quand même un aspect accessibilité tout qui m'intéresse beaucoup aussi en dehors de l'impression 3D. Tu sais que j'aime bien tout ce qui est technologie qui peut rendre les choses utiles ou confortables, agréables aux gens, qui ont du sens sociétal ou autre. Ici, ce sont des ingénieurs et des chimistes de l'université de Washington et de Meta qui ont développé un matériau innovant qui est imprimé en 3D et qui va être capable de reproduire des caractéristiques de tissus biologiques, donc typiquement comme la peau ou autre. Donc ce matériau qui est du coup assez innovant va pouvoir être utilisé pour créer par exemple un dispositif. C'est une des démos qu'ils ont donné, un des cas d'usage qu'ils ont utilisé avec ce matériau, un dispositif qui va être portable et qui va permettre de lire des messages de texte en braille pour les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes. Donc par exemple, tu as une petite bague avec allez, on va dire que ça ressemble à une pièce de Lego très plate que tu vas attacher à ton index, et en passant ce petit outil sur du texte, en fait, tu vas avoir une espèce de traducteur du texte en braille. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est grâce justement à ce dispositif et à cette capacité de ce matériau de réagir de manière un petit peu comme un tissu biologique. En fait, on va pouvoir remplir des petits points d'air à des endroits qui sont liés au texte braille, et donc ça va permettre d'utiliser cette fonctionnalité. Alors le matériau va utiliser en fait la lumière pour créer des gradients de rigidité, un peu comme on trouve en biologie à des points là où l'os va rencontrer un muscle par exemple, et ce matériau va être extensible de manière assez impressionnante. Il va pouvoir être extensible jusqu'à 200 fois ses propriétés d'origine, et la résistance va pouvoir être augmentée jusqu'à 10 fois en fonction du niveau de luminosité, de nouveau, donc des gradients de rigidité qu'on va pouvoir mettre. Donc les applications, on a un exemple concret ici avec un usage pour des personnes aveugles, mais ça peut être aussi des usages pour de la robotique où on a besoin d'éléments souples, et là je suis certain qu'Aurélien pourra nous trouver d'autres applications. Ça peut être pour des dispositifs électroniques portables, des matériaux qui vont absorber de l'énergie, et la stabilité de ce matériau par rapport à la lumière et les conditions ambiantes, c'est également un avantage qui est très important, parce que tous les matériaux, et notamment les matériaux imprimés, ne sont pas toujours très résistants à toutes les conditions, et notamment à la lumière. Donc avoir un matériau comme ça qui garde des performances sur une longue période, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'innovant, et donc je pense que les possibilités d'un tel matériau sont encore tout à fait inexplorées. On est au début, j'ai l'impression, quand on regarde un petit peu les schémas, etc. Enfin, on sent c'est balbutiant, comme moi. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien de ce type de technologie, s'il a un avis là-dessus ou pas. Il y a plein, j'ai encore vu ça cette semaine, il y a énormément de nouveaux types de matériaux qui sortent pour l'impression 3D, y compris alors, comment je vais dire ça? On a des matériaux qui font des impressions beaucoup plus lisses, avec des différentes couleurs, différents reflets dans le matériau. Il y a même maintenant des matériaux qui sont faits pour imprimer vite. Oui. On sait très bien que la lenteur de l'impression 3D est une des lacunes, mais voilà, il y a même des gens qui se penchent sur ce genre de choses. Donc oui, les nouveaux matériaux pour ce genre d'application, moi je suis à fond pour, oui. C'est vrai qu'on s'en était un tout petit peu ému au début de l'impression 3D quand on disait tiens, il y a moyen d'imprimer avec de la fibre de bois, enfin en tout cas un amalgame de fibre de bois ou même du métal, machin. Alors en fait, oui, enfin sur la base, sur le principe, on le fait même avec du ciment, enfin avec du béton, donc il n'y a pas de raison. On peut le faire avec tout ce qu'on veut, et chaque fois, donc démultiplier par autant les propriétés de ce qu'on va imprimer, quoi. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. En médecine, ça va être super intéressant, ce genre de on l'a déjà vu plusieurs fois aussi.
Oui, effectivement. Donc, parce qu'en plus de ça, en médecine, on le voit souvent, prend un cœur, c'est plein de cavités, machin, etc. Fabriquer ça d'un seul tenant par des méthodes mécaniques classiques, c'est très compliqué, même en moulage, alors qu'avec une imprimante 3D, ça se réalise plus simplement. J'y mets des guillemets, mais c'est un peu le principe. Oui, dans le oui mais non, on vous apprendra aussi comment fabriquer un cœur. Par exemple. Parce que oui, il y a un oui mais non. Un oui mais non, c'est... Enfin, je le dirai tantôt. Oui, mais il vend la mèche avant tout le reste, garçon. Il devient fort en teasing. Oui, mais il en fait tout le temps. Ça devient fatigant. Même moi, j'ai du mal à suivre. Du coup, c'est très bizarre. Ouais. Elle comme lidar. Vous avez dit lidar. Oui. Comme c'est lidar, Aurélien, les Allemands, en l'occurrence ZF et Bosch, donc des équipementiers automobiles allemands, jettent l'éponge manifestement face au lidar. Exactement. Non, face aux Français aussi. C'est ça qui est drôle. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Oui, donc deux équipementiers automobiles, les plus gros allemands, ZF et Bosch, viennent d'annoncer que c'était fini. La R&D sur le lidar, ils arrêtaient. Alors pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que l'équipementier français Valeo serait très en avance parce qu'ils en sont à leur deuxième version et qu'ils en ont déjà produit, je l'avais dans mes notes, 150 000, je crois, 100 000 en quelques années. Je ne retrouve pas l'information. Si, 150 000 en 10 ans. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, aujourd'hui avec l'avènement de la voiture autonome, vous savez que les lidars, donc c'est Light Detection and Ranging. Voilà, donc c'est des capteurs qui permettent sur le toit de votre voiture de cartographier l'environnement autour de votre véhicule, de voir qu'il y a une voiture devant, et qu'elle est à tant de mètres, que sur le côté il y a un bâtiment, que ainsi de suite. Et c'est un maillon. Connaître l'environnement de la voiture, c'est quand même un maillon essentiel pour rendre les voitures. Et ça donne aussi une information, pas vectorielle, mais point par point. Enfin, ça donne des points, quoi. Donc ça fait un maillage 3D. Hein. C'est ça, c'est un maillage 3D, donc avec des vecteurs, etc. Il y a plus d'informations que dans une vidéo, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, donc vous avez tous les objets 3D autour de vous. Vous connaissez la distance par rapport à l'objet et vous connaissez la forme de l'objet. Ouais. On est d'accord. On fait de la cartographie aussi par lidar. Oui, c'est un balayage. Du ciel, c'est ça. C'est un balayage 3D de l'environnement. Donc, je disais que aujourd'hui, si vous avez une voiture, il y a très peu de voitures qui en sont équipées, vous essayez que des très haut de gamme, l'Electre de Lotus par exemple, une Volvo EX90 ou une Mercedes EQS avec l'option Drive Pilot qui ont ces équipements. Et Valeo équipe déjà Honda, Mercedes, avec une autonomie de niveau 3. Alors je rappelle, en conduite autonome, il y a différents niveaux. Le niveau 2, c'est que la voiture est autonome grâce au régulateur de vitesse adaptatif. Donc en fait, grâce à la connaissance de la position de la voiture qui est devant vous, elle adapte la vitesse du véhicule pour rester à une certaine distance. Et au capteur qui se trouve sur de franchissement de ligne. Donc aujourd'hui, si vous avez une voiture de niveau 2, grosso modo, vous pouvez suivre un lièvre, mais pas plus. Vous ne pouvez pas changer de fil. C'est l'humain qui reste encore responsable de la surveillance de ce qu'il y a autour et qui doit intervenir en cas de problème. Voilà. À partir du niveau 3, vous n'avez plus à tenir le volant dans la main. Mais le conducteur reste responsable en cas d'accident. C'est-à-dire que vous n'avez plus à lâcher le volant, mais s'il se passe quoi que ce soit, vous devez être en mesure de tenir le volant et de reprendre les pédales pour vous sortir de la panade. Et ça marche pas sur toutes les routes, c'est sur certaines routes. En général, les routes rapides, bien droites. Voilà. Alors, justement, le niveau 3, en Europe, c'est possible depuis 1 an, ça m'a bien fait rire, sur une voie de circulation sans piétons ni cyclistes, ça on peut s'en douter, où il doit y avoir une séparation physique entre les deux sens de circulation. Bon, là, je vois bien, là, 2 voies, en France, il y en a plein. Voilà. Et la vitesse maximale pour être en niveau 3, aujourd'hui, en Europe, c'est 60 km/h.
Je dis, D'accord. Ah bah là, grosso modo, c'est le périphérique. Grosso modo, sur le périphérique à Paris, tu peux faire ça. Oui. Ou t'es même obligé de faire ça. Et donc ça doit passer, ce dernier point qui est la limite de vitesse, doit passer à 130. Et la voiture devra être capable aussi de doubler par elle-même. Donc il reste deux équipementiers qui sont Valeo et Continental à développer et commercialiser des lidars. Et l'article fait un petit focus arrière en disant oui, mais en fait, les voitures les plus autonomes, c'est les Tesla. Et sur les Tesla, il n'y a pas de lidar. Parce que Elon Musk, les équipes d'Elon Musk n'y ont jamais cru. Les Tesla sont équipés uniquement de caméras, avec un S. Et donc, en fusionnant les données de deux caméras qui seraient placées par exemple de chaque côté du capot et qui aurait une vue stéréoscopique sur ce qui se passerait devant, on arrive à savoir à quelle distance est la voiture qui est devant. Et les Tesla seraient bientôt équipés de radars. Donc ça, c'est des ondes. C'est pas de la lumière comme le lidar. Pour compléter l'arsenal de caméras qui sont dessus. Mais il y a un vrai choix technologique et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un vrai pari technologique. Tesla a dit, nous, on n'utilisera pas le lidar parce que c'est dur. Alors, n'oublions pas, le lidar, c'est de la lumière. Dès que vous avez du soleil rasant, des choses comme ça, c'est compliqué. Donc, il y a eu un vrai choix, un vrai pari technologique, notamment de Tesla, pour dire, nous, on n'utilisera pas le lidar. Et pour autant, on arrive à faire des voitures autonomes qui de niveau 3 et qui fonctionnent. De niveau 3, oui. Valeo s'est lancé et Continental sont lancés dans le lidar. Ils équipent aujourd'hui des voitures, donc c'est aussi une techno qui marche. J'ai parlé des inconvénients, mais il y a des solutions pour se passer outre ces inconvénients. Bref, aujourd'hui, les constructeurs automobiles font un pari sur une techno et à voir comment ça va avancer et les niveaux d'autonomisation des voitures avec lesquels ils vont arriver pour chacune des technos. Voilà. Avec ceci de particulier, dans l'automobile, en tout cas à ce niveau-là, c'est que si jamais ça ne répond pas au crash test ou aux normes, etc., il suffit que le législateur dise, écoutez, votre voiture, elle est de niveau 2, et puis vous pouvez mettre dessus tous les lidars ou les caméras que vous voulez. Nous, on dit qu'elle est de niveau 2, donc les gens garderont les mains sur le volant, ils continueront à peser sur le frein s'il faut. Donc il n'y a pas il y a une contrainte industrielle, si on veut, parce que ce serait une mauvaise publicité pour le fabricant, mais en termes de sécurité, elle est garantie par le fait que ça va être testé et prouvé, comme on le fait beaucoup en automobile d'ailleurs. Ils mettent pas sur le marché des voitures autonomes qui ne seraient pas autonomes à cause d'une techno de lidar ou de autre. Oui, c'est ça. Ou alors ils mettront de grosses restrictions en disant attention, ça vous pouvez pas faire avec ça. Quoi. C'est voilà. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, qui est lui tout le temps. Mais... Je sais que depuis que je connais Xavier, il se pose toujours des questions. Quelle sera sa prochaine voiture? Il est tout le temps là-dessus. Alors tu peux pas mieux tomber là-dessus. Je sais bien. Je sais toujours. ma voiture est bientôt payée et pour limiter les impôts, etc. Il va falloir penser à la prochaine voiture. Je sais déjà que je serai quasiment obligé de prendre une électrique parce que on ne pourra bientôt plus déduire autre chose que des véhicules électriques. Mais donc pour réagir plutôt au sujet ici, moi je me demande quand les véhicules vont commencer à communiquer entre eux pour avoir une vue globale de leur environnement, et j'imagine que ce sera une des évolutions prochaines aussi pour avoir une analyse encore plus détaillée de l'environnement, avec toutes les questions que ça peut poser, évidemment aussi en termes de confidentialité, de RGPD de la bagnole. Mais c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment technologiquement, ce sera une des évolutions par laquelle on passera. Je suis quasi certain. Moi, si ma voiture, elle voit que devant moi, c'est Xavier, je dis, vas-y, double. Non, vas-y, fonce. Parce qu'il a une vieille voiture thermique, il faut l'aider un peu.
Ok, on a fait le tour de la question, on va accélérer un tout petit peu parce que je vois que là, l'heure tourne et je pense à nos amis joggers qui nous écoutent et qu'on a déjà... Ça s'est soufflé. Bah oui, c'est ça, c'est là. La lettre M dans notre abécédaire cette semaine, Microsoft, c'est souvent le cas. À la lettre M, Xavier. Il y a une mise à jour de Windows 11 qui arrive, la 22H2. C'est toujours un peu un sujet d'inquiétude, en tout cas pour moi. Et d'avoir une mise à jour, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça va pas foutre le bazar ? Je sais pas. À vous de me dire, monsieur. C'est effectivement toujours une crainte. Microsoft a une très bonne stratégie en termes de bêta-testeurs puisque les gens peuvent s'inscrire pour être décobés et utiliser les versions qui sont encore buggées, donner leur feedback, etc. Je parle assez peu de mise à jour de Microsoft, etc. Même si je suis utilisateur. Cette fois-ci, je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que dans cette mise à jour qui n'est finalement qu'une mise à jour de la version 22H2 qui existe déjà, donc on parle pas d'une mise à jour 23H2 ou autre. Il y a pas mal de nouveautés. Alors, ce sont des nouveautés qui ont déjà été annoncées à quelques reprises, mais il y a des nouveautés qui, d'après moi, valent la peine. Il y en a beaucoup, je vais pas toutes les citer. Il n'y a plus WordPad. Je vais prendre... Oui, ça, on en a déjà parlé. Alors, il y a une couche d'IA, d'intelligence artificielle un peu à tous les niveaux, mais donc, je vais citer quelques éléments qui me paraissent quand même intéressants parmi ces nouveautés. Alors, on a Copilot, qui est un assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle qui va vous aider dans le travail, dans la création, pour des jeux, etc., qui va pouvoir fournir des réponses personnalisées. En gros, c'est un espèce de ChatGPT, et je me demande même si ce n'est pas le ChatGPT qui est intégré directement dans un assistant. Je pense pas. J'ai un doute. Mais par exemple, Bing intègre ChatGPT, et ici c'est une évolution encore qui va pouvoir également, en plus de vous aider à composer un email ou autre, être utile pour des fonctionnalités propres à Windows. Donc on va pouvoir par exemple lui dire désactive le Wi-Fi et il va désactiver le Wi-Fi plutôt que de devoir chercher le bouton où ça se trouve. Il y aura des outils de création qui vont être améliorés. Par exemple, Paint, qui est un logiciel qui n'avait vraiment pas beaucoup évolué pendant des années, va être boosté à l'IA aussi, avec des calques, avec la suppression d'arrière-plan par exemple, qui est une tâche que beaucoup de gens utilisent et qui n'est pas facile. On va pouvoir créer des images en entrant un prompt, donc une commande en texte et en indiquant un style. Donc ça se rapproche très fort d'intelligence artificielle qui existe, mais donc intégré à Paint. On va avoir des outils d'édition vidéo sur le même principe où on va pouvoir dire quel type de scène on veut, on va faire des montages en fonction du contexte, etc. Il y a le snipping tool, donc l'outil de capture d'écran qui va maintenant pouvoir enregistrer à la fois des visuels et du son. On va pouvoir enregistrer par exemple un tuto sur YouTube et capturer des éléments directement. On va pouvoir capturer du texte enfin dans une capture d'écran également pour le réutiliser, donc des fonctionnalités qui sont quand même assez utiles dans certains cas. Ils ont pensé aussi à l'accessibilité, on en parle pas mal dans ce sujet finalement, mais donc ils ont augmenté beaucoup l'assistant vocal avec l'introduction de voix qui sont plus naturelles. On va pouvoir avoir plus de langues également qui sont prises en compte avec enfin un français un peu plus correct. Et alors au niveau de la sécurité qui sont les deux derniers éléments que je vais pointer pour cette news, on a l'introduction des passkeys. Alors les passkeys, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, c'est cette fonctionnalité qui va permettre de supprimer les mots de passe. On en a marre de retenir des mots de passe, d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, et donc ici ça va être lié à un autre élément. Par exemple, on a une webcam qui est compatible Windows Hello, on va sourire à l'écran et le système va rentrer le mot de passe pour nous, ou bien ça peut être un lecteur d'empreintes, etc. On va également améliorer la détection de présence, par exemple pour augmenter la sécurité, réduire la consommation d'énergie quand on n'est pas devant son PC. Et enfin, Windows Backup va être fortement amélioré et intégré à Windows, y compris pour les particuliers, ce qui va faciliter par exemple le transfert de fichiers, d'applications et de paramètres d'un PC à l'autre, même pour des gens qui s'y connaissent pas. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même
des améliorations qui étaient à pointer ici, parce que ça fait long. Les mises à jour, on se dit toujours que c'est juste pour des mises à jour de sécurité avec des petites fonctionnalités bidons. Il y a pas mal d'autres fonctionnalités qui sont encore présentes là-dedans. Je trouve que là, il y a quand même pas mal de nouveautés dans cette mise à jour et je voulais les mettre en avant. C'est pour ça qu'elles sont de temps en temps redoutées, ces mises à jour-là, parce que souvent on se dit, est-ce que ça va, est-ce que l'application tierce que j'utilise, est-ce qu'elle va encore fonctionner de la même manière, est-ce que, voilà, ça pose toujours des questions, mais toutes les mises à jour, fondamentalement, de systèmes d'exploitation, quels qu'ils soient, posent chaque fois des questions. C'est vrai qu'ici, il y a une liste. Ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas fait une liste d'amélioration dans les mises à jour, par le biais d'une mise à jour. Je vais y arriver. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour les usagers. Voilà, je pense pas que du coup ça va faire changer les gens qui sont sur une autre crèmerie ou avec un autre système, ou qui sont encore sur le Windows 10, de tout d'un coup changer de machine parce que peut-être qu'ils sont pas éligibles à Windows 11 et qu'ils vont pas changer tout de suite de machine pour passer à Windows 11 uniquement sur ces annonces-là. Vaut mieux amortir correctement son matériel et voir s'il n'y a pas moyen de... Après, il y a des astuces pour passer le Windows 10 à Windows 11. Même oui, mais tout le monde, monsieur, madame, tout le monde ne va pas commencer à chipoter et à rentrer dans la registrie ou dans le... Voilà, je sais pas ce qu'en pense Aurélien et après on passe à la suite parce que... je ne suis pas sous Windows 11 et j'amortis. Et je me sens très bien et je ne m'en porte pas plus mal, comme dirait l'autre. Je me sens très bien avec mon WordPad et mon Paint à la vieille sauce. C'est ça. Bon, allez, on passe à la lettre suivante. Ah, ben voilà, la lettre W. C'est le oui mais non. Alors, je rappelle ce qu'est un oui mais non. C'est une information technologique, certes, mais improbable. Mais technologique, certes, mais improbable. Qu'a pointé cette fois-ci Aurélien, c'est faire... je sais pas pourquoi. Faire des enfants dans l'espace, c'est pas conseillé. C'est le titre de la news. Alors, si vous êtes dans l'espace et que tout d'un coup vous avez envie de faire des enfants, on ne vous le conseille pas. Vous pourrez dire à votre compagnon ou à votre compagne, les technos ont dit, pas ici, chérie. Oui, arrêtez-vous au 7e ciel, après n'y allez pas. Oui, c'est ça. Sky is the limit. Voilà, exactement. Alors, j'en ai vu des startups foireuses, j'en ai vu dans ma vie, mais là, on touche le fond malgré tout, oui. Ouais, exactement. Donc, aux Pays-Bas, il y a une startup qui s'appelle Spaceborne United, qui s'est dit, bientôt l'homme va aller sur Mars, tout ça, et il faut bien que, on se reproduise. Et donc, ils se sont dit, nous, notre utilité dans l'univers, ça va être de faciliter la conception d'enfants dans l'espace. La rendre la plus sûre possible. Bon, allons-y, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, alors, ne pensez pas que ils vont vous mettre un petit lit à baldaquin sur Mars et hop, là, crac, boum, truc, machin. Pas du tout. Parce qu'ils vous disent, nous, ce qu'on fait, c'est on va vous créer un mini incubateur pour des FIV, des fécondations in vitro. Oui. Parce que, alors, il faut que je reprenne mes notes aussi. Leur idée, c'est écrit comme ça dans l'article, c'est de sauter le processus de procréation naturelle. D'accord. Parce que selon le PDG... il faut bien sauter quelque chose à un moment donné dans cette histoire. Voilà. Procréer dans l'espace, ça mettrait en danger à la fois la mère et le fœtus à cause des radiations spatiales. Ah oui. Et que la pesanteur altère la formation de l'embryon. Donc du coup, on ne peut faire que des fécondations in vitro là-haut. Et donc, j'ai raté une ligne. Le PDG dit, si on veut avoir des colonies humaines sur Mars, il faut résoudre le défi de la reproduction. C'est pour ça qu'ils disent, notre truc c'est ça. Alors, pour leur défense quand même, je vais dire que les recherches qu'ils font au niveau des FIV contribuent à améliorer les FIV sur Terre. Donc bon, on peut voir quand même un avantage à ça. Et rassurez-vous, pour l'instant, ils en sont qu'à tripoter des cellules de souris. Donc on est tranquille.
Mais quand J'ai même, peur. je trouve qu'il fallait avoir l'idée de se dire, vu que va aller sur Mars, il faudra bien qu'il se reproduise là-haut. Bon. Moi, je pensais que ça allait être plus orienté sur le problème d'apesanteur et des choses comme ça. Oui, C'est vrai que les radiations, c'est important aussi. D'ailleurs, c'est une vraie question pour les gens qui sont sur l'ISS durant toute une année, ils se prennent les radiations que normalement un être humain se prend sur toute une vie. Voilà. Oui. Donc, mais ceci explique. Donc, du coup, ceci explique aussi pourquoi les extraterrestres dans la vieille série Star Trek ont des tronches pas possibles. C'est les radiations. En fait, cette start-up arrive trop tard pour Star Trek. Ou alors, ils vont faire des scaphandres doubles. Oui. Oh, comme il y va. Oh. Non, mais ou alors il faut des gens plus petits. Oui, Xavier. En plus d'être condamnés à mort, ils vont se faire chier, quoi. C'est ça. Et ils pourront même pas. Enfin voilà. Je ne sais pas quoi penser. Mais les oui, mais non, je ne sais jamais quoi penser de toute façon. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur notre blog lestechno.be ou via les réseaux sociaux en partageant notre épisode par exemple. C'est souvent bien vu ça. Par contre, le partage d'épisodes. Je t'enjoins comme pour Meta à regarder le cours de l'action après qu'on en ait parlé. c'est ça, je vais jeter un petit coup d'œil quand l'épisode sera publié. Je voulais juste vous dire un truc, c'est qu'il est l'heure. Il est l'heure. L'heure de ce qu'on appelle, je le disais pompeusement, le dossier de la semaine, le gros sujet, je préfère dire moi, où mes deux petits camarades, les deux chroniqueurs du jour, se sont branchés tous les deux sur le même sujet, l'USB-C. On en a parlé beaucoup cette semaine à cause du fait que simplement Apple a annoncé que son prochain iPhone serait USB-C, c'est ce qui était une demande de l'Europe. Hein. Par ailleurs, ils n'avaient pas trop le choix. Et c'est tant mieux pour tout le monde, pour les consommateurs, parce qu'on a tous des chargeurs, on a tous des câbles USB-C, en veux-tu, en voilà. Je veux juste étrangler une fake news qui a circulé durant toute la journée, et même encore la journée d'hier, me semble-t-il, c'est que les câbles qui sont utilisés pour recharger les téléphones Android fonctionnent aussi avec l'iPhone. Ils ne font pas chauffer l'iPhone plus que d'habitude, ils ne les font pas exploser, parce qu'on entend de tout, hein. Pour l'instant, c'est... Il coûte moins cher. Et... Je sais pas s'ils vont coûter moins. Ça dépend de la qualité du câble. Alors il faut se méfier parce que certains câbles, effectivement, et il faut se méfier des câbles bon marché, mais ça sans doute on va en reparler. On commence avec Xavier peut-être pour parler justement un peu de l'historique de cette connectique série. Oui, donc on va parler de l'USB parce que on veut rappeler un petit peu l'importance qu'ont eu tous ces ports et ces connexions dans l'évolution de l'informatique. D'arriver à l'USB, un petit rappel pour les moins jeunes d'entre eux. On a quelques petits soucis de connexion, mon bon Xavier. On a eu un tout petit souci de connexion, c'est que de temps en temps tu lags et ça ramène un tout petit peu. Alors on va te laisser faire un tout petit refresh et moi je vais rester avec Aurélien. Comme ça vous vivez le truc en direct, c'est une chose qui arrive. Et nos épisodes, Aurélien peut en témoigner, sont enregistrés dans les conditions du direct et donc en général on ne coupe pas, on ne commence pas à faire du chipotage, etc. pour que vous ayez pas de raccommodage chez nous. Pas de raccommodage, non. Voilà, pour que vous ayez accès à cet épisode le plus rapidement possible. Je sais pas si Xavier est de retour. Je pense que oui. Oui. Tu peux compter jusqu'à 112, s'il te plaît, pour savoir si ça saute. Ça a l'air d'aller. C'est parce que j'utilise encore un port série. Ah oui, c'est ça. Voilà. Communiquer avec vous. Le bon vieux port série. Avec ton modem de la transition. Voilà. Donc, en fait, avant d'avoir notre norme, qui est maintenant une norme universelle, qui est l'USB, et qui nous permet de brancher plein d'appareils, je vais vous parler un petit peu de l'historique d'abord, ce qui nous a amené à tout ça. On a commencé d'abord en 81 avec le port série, qui est le port RS282, qui était disponible sur presque tous les PC, depuis 81 jusqu'au milieu des années 2000. Il était utilisé principalement, par exemple, pour les connexions modem et souris, avec les fameux les ports COM1, COM2 qu'on voit déjà, qu'on peut voir encore dans les gestionnaires de périphériques de temps en temps. Et là, c'était un transfert qui se faisait bit par bit.
Donc on était très loin des mégabits, des gigabits ou autres, on est en bit par bit, avec également une limitation en vitesse et en distance, puisque le débit était directement proportionnel à la distance, enfin indirectement plutôt proportionnel à la distance. On a eu également le port parallèle qui a été utilisé principalement pour connecter des imprimantes avec le fameux port LPT1, avec des transferts de données en parallèle, plus rapide que le port série, qui était lui également limité en termes de longueur par le câble, mais qui était aussi très sensible au bruit, donc à l'environnement informatique ou électronique. Ne pas débrancher à chaud. Voilà. Et puis on a eu le port PS2. On a eu le port PS2 qui est plus connu, qui a été développé par IBM, qui permettait de connecter les claviers et les souris, donc les fameux petits ports qui étaient verts et roses qu'on a connus pendant tout un temps sur nos desktops, et puis aussi sur les il recoince. Les portables. Ah bah. Allez. Oui, ça recoinçait. Vas-y. On va passer à des débits plus rapides très bientôt. Hein. Donc ici, on commence à parler du SCSI, le port SCSI qui était le Small Computer System Interface, qui m'a été remémoré par Aurélien, qui était utilisé lui plus pour connecter des disques durs, des scanners ou des autres périphériques avec déjà du traitement d'image parfois, ou des données d'un petit peu plus grand débit. C'était plus complexe, c'était surtout aussi beaucoup plus coûteux que les autres ports de l'époque. Et puis on a abouti au port FireWire, le fameux i3E, donc IEEE plutôt 1394, qui a été développé par Apple dans les années 90, qui a été utilisé principalement pour la vidéo numérique. Donc les caméras de nouvelle génération permettaient de transférer des vidéos via ce port FireWire, avec des cartes vidéo, des cartes graphiques dédiées pour l'acquisition d'images, etc. sur les PC. Mais il n'a pas vraiment réussi à devenir la norme universelle, parce que ça nécessitait des coûts de mise en œuvre qui étaient assez élevés, et on est arrivé à une adoption plus large du fameux port USB. Le port USB qui a été développé par un consortium d'entreprises. Il y a notamment Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Nortel, donc vraiment des sociétés qui avaient du poids dans le secteur. Ce consortium a développé cette norme en 1996, donc en 96 pour nos amis voisins. Et l'objectif clair de cette norme, c'était de standardiser la connexion de tous les périphériques externes. Et donc, on a enfin pu brancher aussi bien un clavier qu'une souris, que les premières webcams, etc., via un port qui était identique. Et donc, on a pu progressivement supprimer les ports PS2 sur les portables notamment. Donc ça nous a permis d'avoir des portables qui étaient beaucoup plus fins qu'à l'époque. On a commencé à pouvoir avoir des débits un peu plus intéressants. Donc l'avantage, c'était que c'était universel, c'était surtout plug and play, donc on peut le brancher, le débrancher à la volée. Ça permettait également d'alimenter électriquement les appareils, donc on n'était plus obligé de brancher spécialement une alimentation externe à un disque dur par exemple, avec des vitesses de transfert qui étaient beaucoup plus élevées. Et l'évolution de cet USB, on a eu d'abord l'USB 1, je l'ai dit, en 96, donc en 96, avec une vitesse maximale de 12 mégabits par seconde. Et puis on a eu l'USB 2 qui a été introduit en 2000 avec une vitesse de 480 mégabits par seconde, donc déjà largement plus élevé, avec la prise en charge électrique à ce moment-là, puisque le premier USB c'était pas le cas. On a eu ensuite l'USB 3 lancé en 2008. Je pensais que c'était un peu plus tard, moi, de mémoire. Oui, moi aussi. Donc lancé en 2008, l'USB 3.1 en 2013 et l'USB 3.2 en 2017, avec pour l'USB 3.2 20 gigabits par seconde, donc des vitesses qui commencent à être largement supérieures, avec une meilleure gestion de l'énergie. Et puis en 2019, l'annonce de l'USB 4 basée sur le protocole Thunderbolt 3, qui lui double encore la vitesse de l'USB 3.2 avec 40 gigabits par seconde.
Voilà un petit Bravo. peu pour l'historique qui nous a mené à cette port USB-C. Et avec le fait aussi que, par rapport à l'USB précédent, il est totalement réversible. Enfin, on peut le mettre dans les deux sens. Je rappelle que l'USB précédent, il y avait 3 possibilités, hein. C'était la bonne, la mauvaise, puis, ok, c'est la bonne. Ça, c'était les trois possibilités pour connecter. Ceci étant dit, j'en discutais avec un de nos chroniqueurs, avec Sébastien, pour ne pas le nommer, qui lui a constaté, lors d'essais avec différents câbles, etc., que de temps en temps, il pouvait y avoir des différences quand on inversait le câble. Mais ça a besoin d'être un petit peu étudié. Et un autre de nos chroniqueurs, David, est en train de plancher sur la problématique. Évidemment, tout ça, pourquoi ? Pas pour brancher une souris ou un clavier. On va plus loin, me semble-t-il, Aurélien. Et là, c'est toi qui interviens pour nous dire qu'est-ce qu'on fait avec ce câble, avec cette connectique. Moi, je vais vous parler de la technique de l'USB-C. Alors, l'USB-C, il faut voir que c'est... Quand on parle d'USB-C, on parle de la prise. Hein, oui. J'en ai une autre. Qui fait 2,4 mm de haut. Donc ça, pourquoi ? Parce que tout le monde a tiré la couette en disant nous, on veut le portable le plus fin possible. Oui. Donc vos ports USB-A, ils sont trop épais. Donc on va vous faire des prises de 2,4 mm de haut. Comme tu le disais, elle est réversible. Donc j'en parlerai tout à l'heure, mais les broches sont symétriques à l'intérieur. Et dans cette prise USB-C, vous pouvez avoir de l'USB 2 ou de l'USB 3.1 ou du Thunderbolt. Donc, la prise, c'est une chose. Le protocole USB qui passe dedans, c'en est une autre. Oui. Alors, il faut savoir que maintenant, dans ce type de prise, on parle, souvenez-vous, un USB-A, on avait un 5 volts, un GND, un D+, un D-. On n'avait rien de plus. Hein. Oui. Aujourd'hui, ça supporte le DisplayPort. Donc on peut faire passer de la vidéo dedans. Le Thunderbolt, donc la recharge également, l'énergie électrique, l'échange de données. On peut transmettre un flux audio et un flux vidéo tout en étant rétrocompatible avec tout ce qu'il y avait avant. Tous les USB d'avant, on peut les prendre en charge avec ça. Est-ce que ça permettrait d'aider nos astronautes là dans l'espace pour communiquer la résolution ? Et il y a donc lorsque vous branchez, il y a votre port USB-C, il y a différentes lignes qui permettent de utiliser le câble de différentes manières. Et j'ai appris en potassant ce dossier que on pouvait même reconfigurer. Donc tout ça, ce sont des signaux a priori numériques. Hein, on a un tas de paires différentielles, je vais en reparler, mais on peut aussi reconfigurer des lignes, des fils dedans. En analogique. Si vous utilisez des écouteurs USB-C, lorsque vous les branchez, ils court-circuitent un certain nombre de pins de configuration et ils utilisent le D+, et le D-, donc une des paires, pour vous faire le droite et le gauche de vos écouteurs analogiques. Donc c'est un câble qui est vraiment hyper versatile, puisque il reconfigure les fils à l'intérieur en fonction de l'usage que vous en avez. Oui. Et du coup, ça pousse, pour le grand bonheur de Marc, ça pousse certains fabricants à supprimer les jacks 3.5, puisque avec un USB-C, on peut, Donc, oui, en même temps, ça répond aussi aux détracteurs de l'USB-C pour Apple, qui disaient « Ah non, on a besoin du port Lightning, parce que sinon, on n'a plus l'accessoire qui va bien pour le casque et les machins, etc. » Donc ça on a plani ce doute-là aussi. Du coup, ça fonctionnera encore, mais avec un autre accessoire, du coup. Donc, comme le disait Xavier, au niveau débit, on est passé de l'USB 2 480 mégabits à 10 gigabits, voire beaucoup plus pour le Thunderbolt. C'est quand même fou. Ouais. En alimentation, souvenez-vous, l'USB c'était 5 volts, 500 mAh, donc 2,5 watts. Maintenant, on est capable de passer 100 watts. Super. Toujours en 5 volts. Non. Non. Ah non, dans ce cas-là, il y a négociation de... oui. C'est comme le PoE, je pense. C'est-à-dire qu'il y a négociation de il y a un dialogue qui se fait et il y a négociation de la tension qui l'envoie. D'accord. Et le Thunderbolt 3, donc alors l'USB, c'est un truc qui est... Si moi, je suis fabricant de produits et que je veux mettre de l'USB dans mon produit, il n'y a pas de licence, j'ai rien à payer à personne. Par contre,
Si je veux mettre le petit logo Thunderbolt 3 qui appartient à Apple et Intel, là, il va falloir que je paye. Et par contre, alors j'ai appris que on peut monter à des débits de 40 gigabits par seconde, vous imaginez. En même temps, il y en a besoin, hein, pour, vous allez voir, pour tout ce qui se prépare à faire avec. Et au début, pour le Thunderbolt, il s'était dit, nous on va faire des câbles comme ça avec un USB-C au bout, mais ça sera de la fibre optique dedans. Donc, pour l'instant le projet a été abandonné, mais on est peut-être en train de commencer à voir les limites du cuivre. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, 24 broches qui sont toutes symétriques. Donc les GND sont sur les côtés, aux extrémités. Donc quand vous le retournez, les GND tombent en face des GND. Le D+, et le D- sont centrés, et puis il y a des tensions de bus qui sont autour des D+, et D-. Donc on a la paire D+, D-, la paire différentielle, donc en D+, D- qui se trouve au centre, qui ne sert que quand vous faites de l'USB 2. Et on a deux autres paires différentielles, qui sont les TX1, TX2, qui servent pour le super speed. Donc là, quand vous atteignez des débits au-delà de 10 gigabits, c'est ces signaux-là qui servent. Ouais. Les fameux canaux de configuration, c'est là où il dialogue, il dit qu'est-ce que tu veux faire ? Moi je veux faire du super speed parce que je suis capable de faire. C'est les CC1, CC1, CC2, hein, c'est ça les CC. Exactement. Et c'est là que c'est là qu'il peut y avoir une petite différence parce que entre l'une et l'autre, ça dépend des câbles. J'ai lu ça quelque part. C'est en général là que ça se situe le problème. Mais bon, voilà. Fin de la parenthèse. Je te laisse continuer. Oui, et donc c'est ces CC là qu'il faut mettre en court-circuit pour avoir le D+ et le D- qui deviennent la ligne droite et gauche des écouteurs, par exemple. Et en fait, tout ça, c'est... Et la broche SBU, par exemple, c'est la broche analogique du micro pour un kit main libre. Ah oui. Bref. Non, mais c'est malin. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'est super malin. Et dernier... Enfin, pas dernier point, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Il y a d'autres protocoles, comme le Virtual Link, qui sert pour les casques VR, où... faut voir que pour les casques VR, ils se servent de l'USB-C déjà pour alimenter le casque, parce qu'on peut faire passer 27 watts, et on peut faire passer 4 voix pour les 4 écrans DisplayPort dans un câble USB-C. D'accord. Alors j'ai plus le framerate et tout, mais c'est des résolutions de malade et des framerates de dingue. Enfin, vous imaginez que dans un petit câble comme ça, on est capable d'envoyer 4 images de 4 écrans, pour 4 écrans, et alimenter le casque. Alors, juste, selon l'UE, le fait d'imposer à tout le monde l'USB-C, on gagne 1000 tonnes de déchets par an et 250 millions d'euros d'économisés par an. Donc, voilà, il y a une vraie... il y a un vrai anti-gaspi et anti... Oui, parce que quand il s'agit de recharger, simplement, si on parle des chargeurs, des câbles USB ancienne mode vers USB-C, on en trouve partout. Donc c'est une fois qu'on en a, on n'a plus besoin de les acheter, on continue avec, et puis un jour on aura peut-être un nouveau chargeur qui sera USB-C, et là on aura le câble USB-C vers USB-C, on est tranquille. Donc il y a une vraie logique d'économie derrière. Ça c'est plutôt bien, contrairement à avant, quoi. Voilà. Alors je voulais faire un tout petit point sur l'iPhone 15 parce que c'est quand même grâce à l'iPhone 15 qu'on en parle. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ils ont mis un connecteur USB-C. Comme je vous l'ai dit, l'USB le protocole USB qui est implanté dans l'iPhone 15, faut voir que si vous achetez un iPhone 15 seul, c'est de l'USB 2, donc c'est 480 mégabits par seconde. D'accord. Et si vous achetez un 15 Pro, là, c'est de l'USB 3. Donc, vous pouvez transférer à 10 gigabits par seconde. L'article que j'ai mis en lien dit qu'en fait, finalement, il y a très peu de gens qui s'amusent à transférer des gigas par ça, parce qu'il y a beaucoup de solutions Wi-Fi qui marchent et qui... Voilà. C'est ça, et puis en plus de ça, c'est clair que si tu as un 15+, c'est peut-être que tu es orienté plus vidéo, tu vas faire de la vidéo 4K, etc. Et donc tu as besoin de plus de débit pour exporter ta vidéo, éventuellement. Enfin, ça s'explique. Après, oui, c'est un petit peu on pinaille, quoi. Mais voilà. Et tu auras 79 € de plus pour t'acheter le câble... Oui, c'est ça. Qui
sans les te roulettes. permet d'atteindre le débit. Voilà. Mais bon, ça, je vais pas faire d'Apple bashing gratuitement, c'est pas. Non, parce que là, pour le coup, c'est plutôt une démarche intéressante, donc autant le signaler aussi, j'ai envie de dire. On a bien fait le tour de la question, Aurélien. On a parlé du passé, du présent, ce que ça représente, et puis quoi après, Xavier, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout ça, et c'est quoi l'avenir? La fibre Alors ça, c'est un débat qui va être, une partie qui va être un petit peu plus ouverte, mais les évolutions, elles peuvent être déjà dans plusieurs domaines. On va pouvoir parler d'évolution en termes de vitesse de transfert, évidemment. Aujourd'hui, on a des fichiers qui deviennent de plus en plus gros, mais on commence aussi à faire de la conception 3D. Enfin, c'est pas qu'on commence, on le fait déjà. Et donc les volumes de données qui vont être à transférer sont de plus en plus grands. Si on veut exporter des données d'un ordinateur à un autre et qu'on n'a pas de réseau qui les relie, mais voilà, si on le fait via Internet, ça peut prendre quelques heures voire quelques jours. Ici, on pourrait avoir des débits qui permettraient presque des transferts, je vais pas dire instantanés, mais pas loin. Alors en termes de capacité d'alimentation aussi, mais on pourrait évidemment évoluer vers des niveaux d'alimentation beaucoup plus élevés avec des défis technologiques. Parce que il y a la taille, il y a l'épaisseur du câble, les matériaux utilisés, etc. Mais on pourrait imaginer que à terme, ça n'alimente pas que des ordinateurs portables, mais peut-être même des véhicules électriques à terme. On en est très loin de par la section des câbles actuellement, mais ça pourrait être une connectivité qui deviendrait vraiment universelle, aussi bien dans l'informatique, mais par exemple dans des secteurs tels que des appareils ménagers qui seraient alimentés, des dispositifs médicaux, avoir un écosystème qui soit vraiment complètement homogène. On pourrait imaginer même une évolution de la technologie avec du sans fil. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une technologie qui est filaire, mais pourquoi pas avoir un protocole qui deviendrait hybride avec une petite puce intégrée qui permettrait aussi de transférer ou faire un partage Wi-Fi par exemple sans contact. On pourrait avoir des évolutions donc dans la santé, l'automobile, la domotique, l'industrie. Il y a plein d'autres possibilités. On discutait avec Aurélien en préparant ça aussi. On pourrait imaginer que ça devienne également un remplaçant du câble réseau, même si aujourd'hui le prix d'un câble réseau avec les 8 brins est vraiment évidemment largement plus modeste que un câble USB. Mais il pourrait y avoir des évolutions dans ce sens, quoi. Le câble réseau domestique est appelé à disparaître aussi. On le voit de plus en plus avec le Wi-Fi 6, etc., qui propose des débits assez faramineux aussi. On peut se poser la question de savoir si là aussi on va pas faire des économies de cuivre dans un avenir relativement proche. C'est déjà le cas chez pas mal de gens où il n'y a pas de réseau filaire et on fait tout en Wi-Fi avec évidemment son lot de détracteurs, les ondes, tout ça, etc. Donc il faut quand même garder certaines options filaires, mais malgré tout, voilà. Mais t'as raison, il y a des opportunités, il y a des choses. Enfin, ça ouvre des perspectives, on va dire. On a quand même atteint un cap avec cette norme qui est la simplicité d'utilisation. Oui. En termes d'encombrement aussi, on est arrivé à quelque chose de vraiment très convenable. Et donc, moi, je ne serais pas étonné que cette norme, en tout cas ce format, reste là pendant de longues années et que on va simplement arriver à des augmentations de débit ou de puissance d'alimentation sur cette norme, en tout cas pendant un certain nombre d'années. On verra. C'est ce qu'on souhaite tous, à mon avis, de toute façon, affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. Et c'était l'occasion de poser ça là. On a parlé de l'USB-C dans les technos, parce qu'il y avait une actualité, effectivement. Et donc, les informations qu'on vous a données dans cet épisode vont rester valables un certain temps, je pense. Donc, voilà. Merci à tous les deux pour ce charmant épisode 415, je dis pas de bêtises. On va se retrouver donc très prochainement pour un nouvel épisode avec un autre duo de chroniqueurs, ou pas, ça dépend. Ça dépend un petit peu des disponibilités des uns et des autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme je le disais là tantôt, n'hésitez pas à le partager, comme toujours, avec vos amis, ou aussi avec vos ennemis. C'est pas impossible non plus. Par tous les moyens possibles et imaginables. Merci Aurélien, à très bientôt. Merci. Xavier, à très bientôt. Ciao. Passez une bonne semaine. Salut.